3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florian Yelpo est avec nous ce soir, responsable de la macro et de la gestion multi-asset de Lombard-Odier. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Marc Riez nous accompagne également. Bonsoir Marc. Bonsoir Grégory. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général de Vega IM et Franck Dixmier avec nous également ce soir. Bonsoir Franck. Bonsoir Grégory. Vous êtes directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Le dernier pivot en date du côté des banques centrales, c'est donc celui de Christine Lagarde hier à travers la conférence de presse qui suivait la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Je vous fais part de mon sentiment après avoir suivi la conférence, après avoir échangé avec pas mal de vos confrères depuis hier. Sentiment que je soumets à vos commentaires, bien sûr, Franck. Confusion dans la conférence de presse. Difficulté d'ailleurs à réconcilier le ton assez neutre du communiqué qui était plutôt un copier-coller du précédent et la conversation beaucoup plus dure que Christine Lagarde a apportée à travers les réponses qu'elle a apportées aux journalistes pendant la conférence de presse. C'est un premier point, et le marché s'y est pas trompé. Le signal a été bien reçu et les mouvements de marché ont été importants. Et puis je vous cite également Alain Duré, chef économiste de Goldman Sachs, qui était avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse, alors qu'il s'y connaît un peu. Il a été l'économiste principal du département de la politique monétaire de la BCE jusqu'en 2014, chargé d'élaborer les recommandations en matière de politique monétaire. Fin décembre, il était venu nous expliquer qu'il ne voyait pas d'urgence du côté de la Banque Centrale Européenne qui nécessiterait une hausse de taux avant 2024. Ça, c'était en décembre. Aujourd'hui, il est obligé d'ajuster évidemment son pronostic et il prévoit que le taux de dépôt de la BCE sera ramené d'ici la fin de l'année à 0 avec 2 hausses de 25 points de base en septembre et en décembre prochain. C'est pas un call de conviction, c'est ce qu'il est venu nous expliquer. C'est un call qui s'ajuste à une réalité alors qu'il définit comme étant un stress au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, dont il faut tenir compte aujourd'hui. Mais encore une fois, il y a un mois de ça, il pensait que la BCE n'avait aucune raison de monter ses taux avant 2024. La donne a beaucoup changé quand même en quelques jours, Franck. Oui, le commentaire d'Alain Duré est totalement conforme à ce qu'on observe sur les marchés, puisqu'aujourd'hui on a 50 BP de pricé, de hausse de taux sur tout 2022, un peu plus de 50 sur 2023, et plus rien après. C'est intéressant parce qu'on est dans un autre monde là. Effectivement, la Banque Centrale Européenne nous indiquait très clairement, lors du dernier comité, qu'une hausse de taux était very unlikely, donc très peu probable. C'était le commentaire de Christine Lagarde. On a cru comprendre lors de la publication du communiqué hier, peu après-midi, qu'effectivement la BCE gardait sa ligne, puisqu'il était mentionné dans le communiqué une certaine confiance sur la trajectoire de l'inflation, qui sur l'horizon de prévision, qui est un horizon de moyen terme, reviendrait donc à l'objectif de 2%. Donc on n'avait pas fondamentalement de raison de s'inquiéter. Et c'est vrai que la conférence de presse nous a laissé perplexes, à la fois sur la forme, beaucoup d'hésitation, et sur le fond, avec un discours assez agressif, en droite ligne en fait, avec ce concert des banquiers centraux, dans leur effort de faire passer le message que maintenant on resserre. Et en fait, moi j'ai l'impression que tout ça traduit un grand inconfort. Un grand inconfort, d'abord dans leur espèce d'échec à qualifier l'inflation. Il ne faut pas oublier que pour la Banque Centrale Européenne, le pic d'inflation c'était en novembre 2021. Donc on a vu les chiffres de décembre qui nous ont tous surpris, avec une inflation à plus de 5%. On a un écart historique entre le consensus et la marque d'inflation publiée effectivement pour le mois de décembre. Donc inconfort par rapport à ces erreurs de prévision à répétition, inconfort à prévoir la trajectoire précise en fait de l'inflation. Et je crois aussi, vous l'avez souligné, qu'il y a une dimension politique. Je crois que la Christine Lagarde achète la paix au sein du Conseil des gouverneurs, dans un contexte où les opinions publiques, notamment en Allemagne, sont très remontées contre ce pic d'inflation, contre cette perte de pouvoir d'achat, alors même que fondamentalement, on n'a pas de boucle prix-salaire en zone euro, on a une inflation cœur à 2,3%, qui est extrêmement contenue, que les anticipations d'inflation sont extrêmement bien ancrées. Donc il n'y avait aucune urgence à tenir un discours aussi ferme. Elle a tenu, je pense que ça fait partie d'un concert général des banquiers centraux. Mais je pense qu'elle se fait embarquer dans une histoire de politique monétaire un peu globale, emmenée notamment par les banques centrales anglo-saxonnes, Fed et Banque d'Angleterre. Oui. Il y a une certaine cohérence. Et puis aussi, je pense que le point commun,
pour tous ces banquiers centraux, c'est encore une fois cette difficulté à savoir exactement où on va précisément sur l'inflation. Vous dites, ils sont inconfortables avec la qualification de l'inflation. Enfin, il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'elle explique elle-même que 50% de l'inflation globale est cyclique liée au prix de l'énergie. Résolvons la crise énergétique. Mais est-ce que c'est le sujet de la Banque Centrale Européenne? Non. Vous l'avez dit vous-même. On ne constate pas de hausse démesurée des salaires aujourd'hui. Il n'y a pas de problème de demande. En tout cas, il n'y a pas de sujet de demande comme on peut l'observer peut-être aux États-Unis ou en Angleterre. Et j'irai encore plus loin. Comme Philippe Lane le soulignait récemment, il y a 2-3 semaines, il disait à quoi ça servirait de resserrer aujourd'hui quand on prend en compte les délais délais de transmission de la politique monétaire concrètement à l'économie. Le profil de croissance de la zone euro, c'est un profil où au deuxième semestre, on va plonger vers les 2%. Enfin, vous avez vu la prévision de FMI, on est à 2,3 sur la zone euro en 2023. Nous, on a des chiffres à peu près similaires. Mais ce qui compte, c'est vraiment cette décélération, en fait. Donc, à quoi ça sert d'aller resserrer comme le marché l'anticipe aujourd'hui, alors même que l'économie en zone euro sera en phase de décélération? Et ce constat est valable également aux États-Unis. Franck, pour être concret, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une probabilité importante, centrale, peut-être même, de voir le taux de dépôt ramené à zéro à la fin de l'année 2022? Et est-ce que ce serait la répétition d'une erreur de politique monétaire de la part de la BCE? Alors, on n'y croit pas. On pense qu'on est un peu dans la surréaction, là, au niveau des marchés. Qu'il y ait une hausse de taux en 2022, oui, peut-être. Je pense que en fait, tout ça va être très data dependent. Et là, il y a beaucoup de variables à prendre en compte, notamment la crise énergétique, enfin la crise aux frontières de l'Ukraine et de la Russie. Si effectivement on a quelque chose de grave qui se produit, là, on sera quand même dans un autre environnement, mais on pourra se poser aussi la question de l'opportunité de resserrer la politique monétaire alors qu'on peut avoir un choc de croissance exogène. Donc, beaucoup de paramètres, mais sur ce qui est pressé dans les marchés aujourd'hui, on prend beaucoup de distance. Marc? Alors moi, je partage beaucoup de choses dans ce qu'a dit Franck. C'est que déjà, on voit que depuis quelques temps, on reprochait à Christine Lagarde d'être la dernière dans le camp du transitoire. Elle était la dernière à dire cette inflation, cette poussée, c'est transitoire. Et si c'est la vérité, c'est le sentiment que ça me donne. Et puis alors récemment, on a eu un indicateur avancé de cette petite affaire, c'est que elle a été, il y a un article dans Bild où elle est apparue en première page avec le titre en français Madame Inflation. Alors Madame Inflation dans un journal allemand, c'est pas un compliment, hein. Clairement. Donc on sent qu'elle avait quand même une pression extrêmement forte. Combien Draghi a subi de une de Bild injurieuse, odieuse? On règle pas ça dans une réunion de politique monétaire et dans une conférence de presse. Et là, c'est vraiment ce que dit Franck, c'est qu'avec le délai de transmission de la politique monétaire à l'économie, de toute façon, s'ils le font en septembre et en décembre, l'affaire sera terminée. Donc, ça servira absolument à rien. Et effectivement, déjà dans la stratégie qu'on voit où on voit bien que la croissance en zone euro ne va pas rester durablement à 4, 5, etc. Non, mais on est la zone où on a encore le plus de potentiel de rattrapage par rapport à la tendance. Et donc, c'est une fois de plus, peut-être trop tard comme discours, et en tout cas trop tôt comme action. Donc, franchement, ça paraît assez maladroit. C'est vrai que personne n'a vraiment compris. Enfin, si, la compréhension qu'on en a, c'est qu'elle fait l'objet de pressions politiques des représentants de la Bundesbank dans son conseil et peut-être d'autres banques centrales du nord de l'Europe, qu'elle voit que la banque centrale anglaise a commencé à remonter, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec elle d'ailleurs, et donc elle est un peu obligée de suivre le chemin. Mais... Donc il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Je trouve que c'est un manque, si vous voulez, je pense que Mario Draghi n'aurait pas nécessairement, effectivement, à sa place, cédé comme ça à la pression de l'opinion publique et de l'entourage, et que c'est pas effectivement nécessaire aujourd'hui de remonter les taux en zone euro. Après, il faut dire une chose aussi, Grégoire, c'est que on est à moins 0,50, donc l'analyse est à panacher de ça. Si on revient à zéro, c'est-à-dire si les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne sont à zéro, c'est pas méga choquant. Mais non, voilà, je suis pas contre les hausses de taux, Marc. Il y a une chance historique d'en sortir, mais à force de vouloir le faire trop vite,
à chaque fois, on se retrouve avec un gâteau qui est à moitié cuit et qu'on sort du four et qui est pas très bon à manger. Et c'est dommage parce que on gâche pour le coup une capacité à rattraper qui était historique peut-être. Florian, vos commentaires, réactions, analyses complémentaires. Je viens d'être nommé en fait avocat. Oui. De Christine Lagarde. Bonsoir. Qui elle-même est avocate en plus. Je pense qu'il y a quand même deux éléments qui, à mon sens, sont assez fondateurs. Le premier, c'est quand même que globalement, on a découvert qu'il y avait transitoire et transitoire. Et j'aime bien ce que vous dites sur le fait de qualifier l'inflation. On a pensé à un temps que l'inflation était transitoire parce qu'elle reflétait des disruptions, vous savez, de l'offre, etc. etc. Et on s'est finalement rendu compte que la Chine exportant 2 fois le maximum de ses exports historiques, c'était pas vraiment une disruption. C'était plutôt, en fait, un choc de demande. Un choc de demande dans les livres d'économie, c'est un choc qui est transitoire par essence. Ça dure pas. En tout cas, dans une économie où les salaires ne s'ajustent pas instantanément au prix. Ça, pour nous, c'est l'un des premiers éléments fondateurs. Donc, qu'il y ait un revirement, soit Mario Draghi aurait-il fait ce revirement? Je le pense, mais 3 mois plus tard. Il ne l'aurait pas fait à ce meeting-là. Ça, c'est le premier élément. Oui, mais juste sur ce premier élément, Florian. Parce qu'effectivement, on peut dire, et j'entends l'argument, oui, mais on n'est pas 3, 6 mois, 9 mois près, qu'est-ce que ça change? La hausse de taux de juillet 2011, je suis désolé, elle change tout. Elle laisse un trou béant dans le PIB nominal de la zone euro pour des années. Donc dans cette affaire-là, question du timing et du moment où on envoie le signal, elle est quand même importante. Oui. Elle est importante, mais il faut aussi donner envoyer un signal au marché qu'on a compris que l'inflation était un problème. Et dans les US, Europe, on a quelque chose en commun, c'est que le dernier prix d'inflation, c'est plus de 2 fois la cible. C'est un peu ce qu'on a découvert en même temps. 7 contre 2,5, 5 contre 2. Symboliquement, c'est un message fort. Nous, ce qu'on pense, c'est que ça a C'est un point dans une série, et pourtant, ça a tiré l'inflation d'une question économique vers une question politique. Et là, je pense que Christine Lagarde, elle sent le souffle chaud des États européens dans son dos, et elle a ménagé un petit peu le chou et la chèvre. Et c'est cette impression-là qu'on a finalement. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la réponse à la dernière question de la session de Q&A, où elle dit attention. Je vais rajouter une question que vous ne m'avez pas posée, c'est d'où vient cette inflation? Cette inflation, elle vient probablement d'un choc fiscal. Ce choc fiscal, il est très fort aux États-Unis, il sera peut-être moindre en Europe. Mais oui. Donc la porte quand même reste ouverte. Que la production mondiale tourne à plein régime, c'est une chose. Qu'il y ait des questions de surchauffe, de demande aux États-Unis, c'est une chose, mais c'est pas. Et puis c'était les chèques qu'ils ont envoyés aux ménages américains en avril dernier. Ça aura qu'un temps. Hein. C'est une évidence. Ça aura qu'un temps. Donc elle reste condamnée. Mais bon, la plaidoirie amène quand même un petit peu de nuance dans ce jugement. Et du coup, non, mais c'est on va lui accorder des circonstances atténuantes. Florian. Si la politique devient un facteur, alors décisif, je ne sais pas, mais un facteur important de la fonction de réaction de la Banque Centrale Européenne, est-ce que le risque de répéter une erreur comme celle de 2008, comme celle de 2011, est-ce que ce risque-là est devant nous? La BCE, elle a 3 luxes devant elle. Le premier de ces luxes, c'est que le système de fixation des salaires, on en parlait juste à présent avec Franck, il est très différent des États-Unis, il n'a pas trop réagi. On a moins stimulé fiscalement notre économie. Enfin, le parallèle... indice des prix à la production, c'est plus 13% à peu près sur une année, mondialement, US, Europe, Chine, ex-énergie. L'inflation, c'est 7% aux États-Unis, 5% en Europe, 2% en Chine, enfin 1,7% en Chine. D'accord ? Donc l'inflation, c'est quand même avant tout de la demande. En Europe, on n'est pas forcément les pires dans ce domaine-là. Le troisième de ces éléments, c'est que la BCE, elle voit le futur. Elle a une énorme chance, elle voit le futur. Le futur, c'est la Fed. Donc, elle est juste derrière la Fed, elle est capable de voir ce que fait la Fed. Je pense qu'effectivement, elle aurait pu s'acheter 3 mois de patience sans trop de difficultés. Maintenant, si j'avais le choix d'être dans les escarpins de Christine Lagarde ou les chaussures de Jérôme Powell, je n'ai jamais mis d'escarpins, mais néanmoins, je pense que j'y serais plus à l'aise. En tout cas, elle a tenté de concilier les deux éléments. Je trouve que c'est tout à son honneur. Complètement d'accord avec tout ça. Je pense qu'il y a un élément important aussi qui a été réaffirmé hier. C'est qu'il y aura un réinvestissement des titres arrivant à maturité dans le cadre du PEP, au moins jusqu'à fin 2024. Donc il n'y a aucune velléité de réduire la taille du bilan. Ça, c'est important. C'est important, et c'est beaucoup plus important à la limite qu'aux États-Unis. Parce que, enfin, on en avait déjà parlé, Grégoire, hein, mais le QI en zone euro, c'est 75% du PIB de la zone euro. C'est 35% du PIB américain. On a quand même une arme, là,
qui est considérable. Donc le réinvestissement des titres du CLI accumulé au bilan de la BCE, c'est majeur. Donc la Banque centrale va rester longtemps dans les marchés. Je pense que c'est important que les investisseurs s'en souviennent. Est-ce que là, du point de vue des marchés, alors les réactions ont 24 heures maintenant d'existence, mais elles sont fortes. Est-ce qu'on peut employer le mot de tantrum ou de krach obligataire? Je vois des taux longs, ou 5 ans, ou 10 ans. Enfin, le 10 ans italien est passé de 1,20 à 1,75 en 5 jours. Je ne sais pas, dans le monde obligataire, comment on qualifie ce genre de mouvement? Non, enfin, crack, non. Non, enfin, d'accord. Non, mais c'est pour essayer de mettre un mot sur ce qui s'est passé dans le marché obligataire. Non, je crois qu'il y a des réajustements quand même de position qui sont absolument majeurs, parce que c'est vrai qu'on a tous été pris un peu de court par rapport à ce discours. Ce qui se passe sur la périphérie est assez spécifique. Puisque en fait, on a une séquence là, qui nous a été annoncée, la fin du programme d'achat et la hausse de taux. Si on dit que la hausse de taux va arriver plus tôt, forcément, la fin du programme d'achat est à notre porte. Et donc, là, on a un peu de stress sur la périphérie. Je pense que c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que là, on a des investisseurs anglo-saxons qui vont se réjouir, sans doute, de mettre un peu de pression là et de tester encore la BCE. Mais ça, c'est dans une phase à venir. C'est pas pour tout de suite, je pense pas. Mais justement, si cette histoire de spread, elle n'est pas terminée, Franck, est-ce que c'est ce genre de situation qui va peut-être ramener un discours un peu plus modéré à la Banque Centrale Européenne? Oui, parce que Lagarde avait fait une énorme bourde à la première conférence de presse. Elle n'est pas là pour fixer les spreads, mais si, en fait. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Ils appellent ça, d'ailleurs, la bonne transmission de la politique monétaire, donc la lutte contre la fragmentation financière. C'est la particularité de la BCE, mais c'est quand même son objectif. Oui, mais on va rentrer encore dans ce jeu un peu du chat et la souris avec les marchés. Quel est le niveau de spread qui déclenche, etc. Donc cette histoire n'est pas terminée. Bon, en tout cas, si on est dans cette idée, alors que 2022 va être un pivot assez global et assez, concomitant des banques centrales, Marc, ça veut dire que ce qu'on a vu en janvier, là, c'est quoi? C'est les prémices de ce qui nous attend en 2022 en matière de violence de mouvement, de rotation sectorielle, de rotation de style? Alors effectivement, pour continuer ce qu'il disait, c'est que on sent que dans le jeu d'influence que subit la BCE, il y a aussi le pan pays très endettés qui ont besoin, eux, qu'on les finance durablement. Donc il y a d'un côté effectivement les Allemands qui s'émeuvent de l'inflation, de l'autre les gens qui ont quand même besoin que le bilan de la BCE ne diminue pas beaucoup. Mais c'est vrai, c'est très juste, Grégoire, de dire que pour le coup, ça nous promet quand même un premier quadrimestre à minima sur les marchés européens un peu plus agités. On sent le sentiment un peu des gérants, c'est que la période de l'argent abondant, gratuit et rajouté arrive quand même à sa fin. Ouais. Et que donc, c'est maintenant, on ne pourra plus compter sur les injections massives des banques centrales à des taux négatifs ou nuls pour acheter un peu tout et n'importe quoi, ce qui fait que ça nous oblige effectivement à plus de sélectivité, et vous l'avez vu, ça alimente cette fameuse rotation où les valeurs trop chères, ou très chères, en tout cas même sans porter de jugement sur trop ou pas trop, il y a un niveau d'exigence vis-à-vis d'elles qui devient vraiment très élevé, et que pour le coup, lorsqu'elles déçoivent, la sanction est vraiment très brutale. Et ça risque effectivement de durer encore quelques semaines. Ce mood du marché, il n'est pas terminé. Voilà. Ce mood de dire on peut plus se permettre de payer 60 fois quelque chose qui est un peu trop aléatoire. Je pense que c'est pas fini dans ce contexte des semaines, des mois qui viennent où il faut s'imaginer gérer avec plus de frugalité monétaire dans les mois qui viennent. Ce qui est intéressant, là, c'était Société Générale CIB qui montrait ça dans sa recherche. Donc, sur le stock 600, tout ce qu'a un PE forward supérieur à 20, c'est contracté au mois de janvier. Tout ce qui est un PE forward à 12 ou inférieur à 12 a été re-raté, a progressé. Il y a un niveau de corrélation entre la performance et la valorisation qui est historiquement élevé. Oui, mais ça Grégoire, c'est pas une découverte pour nous gérants de savoir qu'il y a une corrélation très forte entre la baisse des taux et le succès des valeurs de croissance. Et, à contrario, la remontée des taux et la value. Ça, c'est quelque chose...
les gérants qui n'avaient pas compris ça et qui croyaient être intelligents en faisant de la croissance sans relier ça à la baisse des taux, effectivement, c'est une découverte pour eux peut-être un peu brutale, mais néanmoins qui était inscrite dans l'histoire. Ouais. Voilà, donc là, effectivement... forcément, remonter des taux, c'est value, c'est bas multiples, etc. Voilà, on peut pas négliger ça. Après, derrière ça, il y a quand même la qualité des business models, il y a quand même le pricing power, il y a tout un tas d'éléments quand même à prendre en compte. Regardez un LVMH, par exemple, il a sorti des résultats fabuleux, 64 milliards de chiffres, 17 milliards de RBE. Bon. Donc là, effectivement, même si le PE est un peu élevé... on va pas, ça ne viendra pas un penny stock. Mais c'est vrai que pour les entreprises dont le chaînage des résultats est très lointain dans le futur, avec un peu d'incertitude, là, la remontée des taux, bah, forcément, l'impact sur la valorisation, il est immédiat. Hein. Si vous actualisez des revenus dans 10 ans ou des bénéfices dans 10 ans à 4 au lieu de les actualiser à 2, ça ne vaut pas la même chose. Hein. Ce qu'on décrit là, Florian, ça nécessite un ajustement tactique des stratégies et de la gestion, ou est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que c'est des allocations structurelles qui sont en train de changer, peut-être, pour des années? Moi, j'aime bien le message de les taux expliquent ce qui est en train de se passer, puis j'irais même un pas plus loin en disant c'est plutôt les taux réels qui sont en train d'expliquer ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire vraiment le coût réel du financement de ces projets de croissance qui étaient parfois fondés, parfois un peu moins, et du coup qui commencent à être punis, qui initient cette rotation. On peut faire le graphique des deux, ça fonctionne juste à merveille, à la fois la tendance et même les variations, c'est quelque chose d'important. Du coup, la question qu'on se pose, nous, c'est est-ce que c'est une tendance durable, cette remontée des taux réels? Les taux réels, c'est quoi? C'est la variable d'ajustement entre l'excès d'épargne et l'investissement. On a un très grand excès d'épargne aujourd'hui, c'est un fait qui est en train progressivement de se faire grignoter parce que l'inflation fait que les salaires ne réagissant pas assez vite, même aux États-Unis, fait que le consommateur américain, pour maintenir son style de vie, va commencer à manger son épargne. Les dépôts, les 80% de PIB de dépôts pourraient fondre en partie. Ça, c'est un premier élément. On a cette fameuse transition écologique qu'on va devoir financer. C'est une stimulation pour l'investissement. Donc, on voit ces deux facteurs conjugués comme amenant à une normalisation des taux réels, pour autant qu'il n'y ait pas de politique, d'erreur de politique monétaire. Je pense qu'on est tous conscients que c'est un peu le risque de 2022. Donc pour nous, la remontée des taux réels, c'est la tendance de demain. D'accord. Revenir à zéro, disons, à l'horizon de la fin de l'année, ce serait un but enviable. La vitesse à laquelle on va, c'est ce qu'on a appris en ce début d'année, est critique. C'est-à-dire que si on y va demain matin, le re-rating sur les marchés d'actions, il va être relativement douloureux. La vitesse à laquelle on va est vraiment essentielle. Donc, retour à zéro, continuation de cette rotation. Ce que je trouve remarquable, c'est la performance des émergents year to date. Ils ont vraiment traversé le nuage sans aucun encombre. Ça, c'est une thématique qu'on aime bien, puis qui se lie à une thématique que vous aimez bien. Ils avaient souffert avant. Les matières premières. Ils avaient souffert avant. Comment vous ils avaient souffert, 25% de décote entre les IM et les émergents et les développés. Oui, ça c'est clair qu'ils ont déjà... En fait, ce qui se passe, c'est que les émergents avaient déjà remonté leur taux pour contrer disons, tout ce qui s'y passait localement. Donc ils ne sont pas dans la même situation de fragilité que les fois précédentes, où quand on resserrait en dollars, forcément, ça avait tout de suite un... C'est déjà fait chez eux. Exactement. Et ce qui est striking, c'est que depuis le début de l'année, on voit en plus une surperformance des obligations émergentes en monnaie locale versus hard currency, ce qui est quand même un signe que le ménage a été fait, la classe d'actifs est clean, plus personne ne s'y est intéressé. Et la devise est tranquille. C'est fantastique. Ouais. Un mot de la Fed. Alors bon, il y a le rapport mensuel sur l'emploi, très surprenant à la hausse, effectivement. On verra, les révisions sont toujours importantes. On l'a vu encore avec des révisions très positives, en l'occurrence sur les mois de décembre et novembre. Enfin, j'en viens directement à la question de politique monétaire. Là aussi, Franck, est-ce que ce rapport peut relancer le débat d'une hausse de 50 points de base pour entamer un cycle de resserrement monétaire aux États-Unis? Rien que le fait que cette conversation existe... Oui, c'est assez délirant. Alors voilà. Non, c'est assez délirant. Non, mais elle existe, cette conversation. Elle existe. Et ce que je trouve fascinant, si vous voulez, c'est qu'on a une croissance nominale à 2 chiffres aux États-Unis, une inflation à 7, et que la Fed n'a rien fait. La Fed n'a rien fait aujourd'hui. Diminue juste, mais elle achète encore, elle diminue juste son rythme d'achat. Donc le sens de l'urgence n'existe pas. Par contre, et c'est un énorme écran de fumée, on montre ses muscles, on parle très très fort, parce qu'on est incapable en fait, comme tous les économistes et les macroéconomistes, d'avoir une trajectoire précise de l'inflation aux États-Unis. C'est pire qu'en zone euro. Je pense que là, véritablement, il y a encore plus d'incertitude aux États-Unis qu'en zone euro.
Et donc, on montre ses muscles pour gagner du temps. Pourquoi gagner du temps ? Pour gagner en visibilité. Et Le temps joue pour la Fed. Je pense que le temps joue pour la Fed, oui, mais il ne faudrait pas qu'elle monte de 50 BP tout de suite. Parce que, attention, encore une fois, à l'erreur de politique monétaire. Mais qui réellement peut jouer dans les deux sens pour la Fed. Parce que si elle agit trop tard, alors même qu'on a des confirmations que l'inflation reste sur des niveaux très très élevés, là ce serait pire. Parce qu'elle devrait en faire beaucoup plus. Enfin, c'est une position qui est peu enviable. Je pense que banquier central aujourd'hui aux États-Unis, c'est très très compliqué parce qu'ils se sont loupés en fait en 2021. Et pareil, ils ont été incapables de qualifier l'inflation. Cette obsession sur le caractère transitoire de l'inflation, enfin, alors même que les salaires n'arrêtaient pas de monter. Enfin, on l'a vu quand même dans les chiffres ça. On a une vraie quand même boucle prix-salaire qui s'enclenche aux États-Unis. Donc là, on a des menaces quand même qui sont un peu plus tangibles qu'en zone euro. Et pourquoi 50 BP, ce serait délirant alors, Franck, si vous dites vous-même que la Fed se cache derrière un écran de fumée, essaye de pas trop le dire, mais de rester le plus en retrait possible en utilisant avant tout sa parole. Si à un moment il craque et que c'est la panic hike, pourquoi ce serait pas 50 ? Oui, alors il y a différents leviers. Ça peut être aussi le rythme de réduction de la taille du bilan. Non, mais 50, ça créerait des dégâts trop importants dans dans la psychologie des investisseurs. Je crois qu'on est prêt à tout là. Avec la semaine qu'on vient de vivre, je pense qu'on est tous un peu préparés à voir des choses un peu bizarres se passer dans les marchés. Alors peut-être 50 BP, mais il faudra bien l'expliquer. Pourquoi 50 BP en mars alors qu'elle n'a rien fait avant ? Et qu'elle avait quand même beaucoup d'éléments pour initier quelque chose. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas signalé l'arrêt immédiat de ses achats ? Ils achètent encore en février, ils vont acheter 30 milliards nets encore en février. Pourquoi nous dire il faut absolument qu'on se mobilise maintenant et le mois de mars, ça sera quasi automatique, toutes choses égales par ailleurs. Pourquoi continuer d'acheter en net entre-temps ? Non, mais je suis complètement d'accord, c'est totalement absurde. Enfin, s'imposer ses propres contraintes, ça n'a rien de très malin. En fait, surtout le marché aurait accepté que la Fed annonce la fin des achats nets immédiats pour les 30 milliards qui restaient ? Oui, je pense. Pour le moment, je suis pas sûr, parce que ça a déjà été le fait qu'elle annonce que c'était pas juin mais mars. 30 milliards. Oui. C'est une goutte d'eau. Non, mais ça montre bien la fébrilité qu'il y a quand même sur ces sujets de flux. Pour 30 milliards, on est prêt à... Ouh là là, surtout ne créons pas de troubles supplémentaires. C'est plutôt, je pense, la crainte, elle n'est pas pour moi sur les 30 milliards, parce que, bon, effectivement, ce n'est pas un montant qui peut vraiment changer la tête du marché et de la liquidité aux États-Unis. C'est plus que, jusque-là, ils disaient encore très récemment que ce serait jusqu'en juin. Ils se sont certainement aperçus que c'était une bêtise et qu'il faudrait arrêter vite tout de suite. Et c'était peut-être compliqué pour eux de dire au marché, on arrête tout de suite complètement. Ils ont choisi quelque chose qui était un peu un moyen terme, entre tout de suite et 6 mois. Donc ils ont dit 3 mois pour ça, voilà. Mais je pensais plus de la communication et la volonté de ne pas faire peur au marché aussi. Parce qu'il y a quand même ce truc, c'est que on a le sentiment depuis maintenant presque un an que leur crainte, c'est plus tellement de laisser déraper l'inflation, c'est de ne pas en faire assez. Donc ils sont peut-être allés au pont, ils en ont fait trop, effectivement, par peur de ne pas en faire assez. Je pense qu'on est dans une espèce de price discovery là. Et la question, à mon avis, et c'est pour les hommes d'action, c'est une question essentielle, c'est où est le Fed put ? Où est le strike ? Il nous l'a dit. La baisse de 10% de janvier, pour l'instant, elle ne compte pas. C'est ça. Les conditions financières sont encore suffisamment accommodantes pour que je ne regarde pas ce qui s'est passé sur les dernières semaines. Et c'est aussi pour ça qu'ils vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont annoncé. Parce qu'ils ne voulaient pas non plus déclencher des choses un peu désagréables sur les marchés actions, notamment, et se dévoiler un peu sur leur strike, parce que je pense que ça, c'est une donnée de marché essentielle. Et puis, ils ont de mauvais souvenirs des quantitative easing, des arrêts des tantrums précédents. Parce que les marchés actions, c'est bien, on va parler du Nasdaq. Effectivement, je ne suis pas sûr que Netflix ou Tesla inquiètent beaucoup, le prix de l'action Netflix ou Tesla inquiète beaucoup Jérôme Powell. En revanche, ce qui se passe sur le crédit, là, c'est le coût de financement direct des entreprises. Comment ça tient, justement, de ce point de vue-là, Franck ? On connaît la corrélation entre volatilité et spread. Donc effectivement, quand on a un pic de volatilité, les spreads s'écartent. Ça s'écarte un peu, mais c'est compliqué de traiter au prix où ça s'écarte, si vous voulez. Donc disons que ce sont les bid offers qui s'écartent. Mais quand vous voulez traiter, c'est peu ou prou le même prix.
Donc, en fait, on ne voit aucune urgence des banques avec qui nous traitons de délaisser leur bilan, de leur position. Il n'y a aucune panique sur le crédit. Et Dieu merci, parce que les fondamentaux sont extrêmement sains, en fait. Ils sont très, très bons sur le crédit. Donc, on ne voit pas d'excès, là. Et si j'ose ajouter un Bien élément, sûr, Florian. un élément qu'on trouve intéressant quand on regarde la saison des earnings, c'est ce qui se passe du côté bancaire. Est-ce que les banques ont annoncé? Et on trouve dans pas mal de reporting, de top management, une croissance du crédit qui est quand même assez forte, notamment localisée aux États-Unis. Quand on regarde les Fed Loan Officer Survey et les différentes enquêtes dont on dispose pour suivre le crédit, bon, c'est pas des montants énorme, mais on voit des variations year over year, un glissement annuel de 3%, qui pourrait justement aller dans le sens de pousser la Fed vers plutôt plus que plutôt moins. Et on pense que ça va ajouter quand même à ce risque d'erreur de politique monétaire. Quelque part, on s'en fiche un peu de cette saison des résultats. On a 3-4% de surprise, c'est quasiment un non-event. Par contre, la granularité de ce qui est raconté à l'intérieur, la narration de ce que racontent notamment les banquiers, on trouve ça assez intéressant et la pression qui va s'accroître encore, en tout cas principalement aux États-Unis pour nous. Pourquoi est-ce que le pétrole, Florian, continue à monter à cette vitesse-là? Encore plus de 2,5% de hausse aujourd'hui, 93,50 sur le Brent, 93 quasiment sur le WTI. Donc, ok, sujet d'offres, beaucoup de demandes, peut-être une production qui ne tourne pas non plus à plein régime aujourd'hui, des stocks très très bas, bien sûr, mais je vois bien les discussions qu'on a sur la politique monétaire amènent à un moment à s'interroger sur la croissance demain. S'il y a un risque d'erreur de politique monétaire, c'est peut-être celui de casser un peu trop vite la croissance et la marche en avant des économies en reprise, en rattrapage, etc. Le pétrole ne nous envoie pas du tout ce message. Et c'est un bon indicateur de demande. Comme chacun le sait. Pour le coup. Pour répondre à votre question en un seul mot, la demande. Donc c'est rassurant. Et je vais même citer Christine Lagarde, vous avez l'air d'apprécier le discours d'hier. Une grande partie de ce qu'on observe est le reflet d'une demande forte qui vient d'un choc fiscal. Il n'est pas très surprenant qu'on voit une poursuite de la progression, pas seulement du pétrole, mais aussi d'un certain nombre de métaux, de base metals, comme on dit, qui sont des signes plutôt d'une croissance forte. Le moment où on va s'approcher d'une probabilité de faire une erreur de politique monétaire, en tout cas, moi, j'aurais mes yeux sur les prix des matières premières, parce que c'est là qu'on y verra une partie, en tout cas, de l'action, avant qu'on le lise dans les chiffres économiques. C'était quelque part, j'ai dit toujours ça, le prix du pétrole a été l'un des meilleurs no-casters de la pandémie, en tout cas, de l'effondrement de l'entrée dans la pandémie et de la sortie dans la pandémie. C'est quelque chose qu'on regarde avec attention. Maintenant, c'est jusqu'où on peut aller. C'est la deuxième partie de la question. Historiquement, généralement, on va à 2 fois le coût de production. Donc aujourd'hui, on a un espèce de coût médian de $50, 50-55 le baril. Ça nous emmènerait gentiment vers 100-110 $. En 2008, on avait $90. On n'est plus très loin. On n'est plus très loin. En 2008, on avait $90, on est monté à peu près à 170 de mémoire. Donc c'est un peu ça les ordres de grandeur. J'ai de la peine en tout cas à voir le pétrole progresser de 100%, comme ça a déjà été le cas, ce qui aussi créerait encore plus d'incertitude sur la trajectoire de l'inflation. Ça, c'est un élément qui... On peut imaginer, je sais pas, on peut imaginer une détente des prix de l'énergie, parce qu'encore une fois, il y a un sujet peut-être sur la demande, mais sur 50% de l'inflation en zone euro, c'est quand même une question énergétique avant tout. Est-ce qu'on peut imaginer quand même une décélération, voire une baisse des prix de l'énergie à travers l'année 2022 ? Alors, c'est imaginable. Historiquement, dans les phases de resserrement monétaire, et c'est ce qui les distingue des phases de choc d'inflation, les matières premières cycliques font pas très bien. Elles sous-performent en tout cas leur rendement de long terme, historiquement, et parfois elles font également des returns négatifs. Bon, on englobe là-dedans la chute d'août 2008, la spectaculaire chute d'août 2008, mais ça c'est un élément en tout cas, on pense qu'il va y avoir un petit peu un rebalancement en 2022 versus 2021. C'est-à-dire que 2021 c'était les matières premières qu'on pense la duration, qu'on pense la sensibilité des taux. Cette année on est moins négatif en tout cas sur les taux. Et par contre, on est un peu moins positif sur les matières premières qui devraient se stabiliser. Après, plus long terme, si le prix reste là où il est, on va mettre de plus en plus en production des éléments qui sont moins rentables et au fur et à mesure... Ça dégradera. Voilà, exactement. Marc, pourquoi est-ce que les méga caps américaines fluctuent comme des penny stocks sur une séance ? Facebook a détruit donc plus de 230 milliards, vous avez le chiffre, qui sont aussitôt compensés par la création de valeur historique en une séance d'Amazon à plus de 200 milliards, je crois, avec un titre qui gagne entre 10 et 15%. Grégoire, il fallait être sur les bons chevaux. Parce que là, il y a vraiment quelque chose, parce qu'en fait, on parlait souvent des GAFA comme un espèce d'ensemble corrélé, homogène, etc. Et c'est vrai qu'on le dit depuis quelque temps, dans ces fameux GAFA, il y a des entreprises qui sont sur de vrais monopoles. Là, je pense à Google, par exemple, qui a
eu encore une fois d'excellents résultats. On imagine assez mal aujourd'hui un nouvel arrivant piquer le business de Google. En tout cas, ce ne serait pas instantané. Donc Google, ça reste solide. Bon, ouais, alors Amazon, c'est très cher, puisque là, alors, quand on parle de valeurs qui ont des multiples élevés, là, on est vraiment au niveau du luxe français le plus cher. On est au niveau d'Hermès, quasiment. J'ai regardé Amazon, ça fait plus rien depuis l'été 2020. C'est ça. Plus de autour de 3 000 $ l'action. C'était le niveau de juin 2020. Voilà. Donc là, on est en train de peut-être... Mais c'est vrai que, là encore, les concurrents potentiels d'Amazon, vu les moyens logistiques que ça nécessite, etc., on ne les voit pas tout de suite se mettre à cheval. Donc voilà, là encore... Par contre, c'est vrai que des boîtes comme Facebook, on sent bien que c'est quand même beaucoup plus fragile, parce que c'est un réseau social, les modes font que aujourd'hui, les jeunes vont sur TikTok, je suis trop vieux pour ça, mais... On est tous trop vieux autour de la table, je vous rassure. D'autres comme nous sur LinkedIn, voilà. Et c'est vrai que Facebook, voilà... Donc c'est l'intensité concurrentielle, en fait, là, qui est pour vous un facteur voilà. C'est que là, il y a de pas... division au sein des GAFAM. Est-ce que c'est une entreprise qui, par son positionnement aujourd'hui, a pris une position inexpugnable, et je pense que c'est le cas de ceux qu'on a cités auparavant, ou est-ce que, au contraire, c'est une entreprise qui est toujours dans le jeu potentiel de la concurrence? Et là, effectivement, tôt ou tard, il y a des petits malins qui arrivent à vous piquer des parts de marché, une part du business, etc. Donc, ça vaut pas 50 fois les résultats. Voilà. Vous vous souvenez de ce que disait Bernard Arnault de Facebook, non? Il disait, je sais qu'on boira du champagne encore dans 100 ans. Du Dom Pérignon. Je ne suis pas sûr qu'on utilisera encore Facebook dans 100 ans. Il semble pour l'instant il avait cité le bon exemple. Les deux bons exemples, puisqu'LVMH, vous l'avez vu. Oui. Non, mais il n'a pas dit Apple, Alphabet ou... Non. C'était il avait Facebook. vraiment cité spécifiquement Facebook et il avait bien raison. Encore une fois, c'est rassurant, c'est des méga caps, c'est des valeurs patrimoniales dans tous les portefeuilles mondiaux et américains en premier lieu. De voir des mouvements de valorisation sur une séance aussi importante, déjà, c'est pas que de la spéculation, ça veut dire. Ah non. C'est des mouvements fondamentaux. Oui. Il faut regarder un petit peu ce que je trouve intéressant, c'est les études vous savez, de perception des investisseurs retail. L'enquête Bull versus Bear, elle est au plus bas historique. On est au niveau de 2008. Il y a un sentiment de bearishness auprès de l'investisseur retail qui a fait une certaine partie, disons, de la hausse de ces actions type croissance, tech, US, comme on veut les appeler. Aujourd'hui, ces gens-là ont un peu paniqué. Ils ont été sur les parties les plus spéculatives du marché, c'est ce qu'il faut dire. Ils en ont fait une partie. Et ils ont beaucoup gagné. Donc, ça ne faut pas l'oublier. Donc certains ont pris une partie de leurs profits, sont sortis de ce marché-là et ont généré peut-être aussi une accélération des momentum dans ces marchés-là. Après, aujourd'hui, bon... Et là, ces mouvements, je ne sais pas, encore une fois, pour des capitalisations de cette taille, mouvement d'ampleur de 20-25% sur une séance. De façon coïncidente avec quelques bips de hausse de taux réel. C'est ça qui joue. Voilà, discrètement. Il y a quand même, chez nous, on parle de la croissance unfunded et funded, c'est-à-dire la croissance qui est financée et la croissance qui n'est pas financée. Il y a de la croissance de qualité, il y a des positions inexpugnables, j'adore cette expression, et à côté de ça, il y a une croissance plus challengeable en tout cas, mal financée et finalement dépendant de ce niveau de financement des taux. On est en train d'opérer ce grand nettoyage dans les portefeuilles. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne suis pas certain. On a fait le tour, messieurs. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à Planète Marché ce soir et de nous avoir éclairé sur la situation des marchés en cette fin de semaine. Florian Yelpo était avec nous, le responsable de la macro et de la gestion multi-asset de Lombardier, Marc Riez, directeur général de Veg AM, et Franck Dixmiel, directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors.